Le corps humain de l'extérieur paraît plutôt simple. Pour la majorité, 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, 2 mains, 2 pieds, un nez, une bouche, des poils par-ci par-là et un appareil reproducteur. Et c'est déjà pas mal. Mais en réalité, à l'intérieur se cache la plus grosse partie émergée de l'iceberg. Un système à la fois très organisé et complexe qui vit sans avoir besoin qu'on lui dise de faire quoi que ce soit. Pose-toi, mets-toi à l'aise, prends le temps et écoute. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter quelque chose qui vaut le coup de s'en souvenir. Salut, moi, c'est Dédé, et bienvenue dans la cassette numéro 3. J'ai toujours été très observateur de tout ce qui m'entourait, pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait et pourquoi c'était comme ça. Et je m'inclus aussi dans le lot. Du point de vue de chacun, on voit simplement notre corps de l'extérieur. Mais en réalité, c'est qu'une petite partie de nous. On n'est pas vraiment au courant de tout ce qu'on est parce que même si ça nous appartient, on n'a pas vraiment le contrôle de notre corps, et ni conscience de ce qu'il y a sous toutes ces couches. Et pourtant, on y a un aperçu. On voit tous les jours notre peau. Et on peut même sentir différentes couches de notre corps à certains endroits. Mais c'est pas pour autant qu'on sait à quoi ça sert ni à quoi ça ressemble. Alors, à quoi ça sert la peau, les muscles et les os ? En réalité, cette cassette, c'est la première partie d'une question plus générale. De quoi est composé le corps humain ? Malheureusement, tout ce que je voulais dire pouvait pas rentrer dans une seule cassette. Mais 2, ça va suffire. Donc la cassette numéro 4 qui va sortir le 29 juin sera la suite logique de ce que je vais te raconter aujourd'hui. Je voulais pas entasser les notions pour tout survoler rapidement et pour qu'au final ça soit pas clair. Parce que c'est un sujet hyper vaste avec un tas de notions. Mais pas de soucis, on va commencer tranquillement. Y a pas besoin d'avoir un master en biologie de l'anatomie de l'humain pour comprendre. Pour cette cassette, je vais présenter le corps humain, ou plutôt les différentes couches qui le structurent. On va commencer avec la base. Chaque être vivant, que ce soit une plante, un insecte, un animal ou un humain, est composé de cellules. Une cellule, c'est quoi ? C'est la plus petite structure qui existe et qui est capable de vivre. En fait, faut imaginer ça comme un petit bonhomme qui peut se déplacer, faire une action et qui a besoin de se nourrir. Pour un humain adulte, il y a environ 37 000 milliards de cellules. Chacune d'entre elles a un rôle très précis et il y en a des centaines de types. Par exemple, comme celle qui transporte l'oxygène que tu respires à travers tout ton corps, les globules rouges. C'est ce qui compose le sang. Il y a aussi celles qui transmettent les messages du cerveau, donc les neurones, ou encore celles qui construisent la peau, les cellules épithéliales. C'est comme des milliards de petits ouvriers qui sont professionnels dans un domaine en particulier. Bien évidemment, ces 37 000 milliards de cellules sont pas arrivées comme par magie. La majorité ont la capacité de se diviser. Donc à partir d'une cellule, créer 2 cellules, qui vont ainsi se diviser par la suite et donner d'autres cellules qui vont se diviser. Et ainsi de suite. On n'est pas capable de les voir à l'œil nu parce que leur taille est de 10 à 30 micromètres. C'est une mesure microscopique. C'est plus petit que le centimètre et encore plus petit que le millimètre. C'est pour ça qu'on peut en voir seulement avec un microscope. C'est un instrument qui permet d'agrandir ce que tu vois. Ça peut faire un zoom x20, x40, x50 et x100. Pour te donner une idée, c'est 5 à 8 fois plus petit que la largeur d'un cheveu. Mais c'est aussi 5 fois plus petit qu'un grain de sable et c'est 1000 fois plus petit qu'un centimètre. Bref, c'est vraiment tout petit. Au fur et à mesure, ça va donner des tissus de plus en plus grands qui vont former les différents organes qu'on a et qui composent tout notre corps. D'ailleurs, on l'oublie souvent, mais le premier organe que tout le monde voit au quotidien, c'est la peau. C'est le plus grand du corps humain. Elle est composée de cellules épithéliales majoritairement. Elle recouvre tout notre corps et pèse à peu près 4 kilos. C'est pas juste un vêtement qui nous entoure. C'est un organe qui fait un tas de choses sans que tu t'en rendes compte. La peau, elle est composée de 3 couches principales. Et chacune fait un travail spécifique. La première, c'est l'épiderme. C'est la couche la plus extérieure, celle que tu vois et que tu peux toucher. Elle est très fine et contient pas de sang. Et cette couche se renouvelle en continu. C'est pour assurer une bonne protection et empêcher de faire rentrer des microbes, donc les mauvaises bactéries, virus, champignons, mais aussi les produits chimiques et la pollution. L'épiderme, ça contient aussi des cellules spéciales qui sont appelées mélanines et qui donnent la couleur à ta peau. On en trouve même dans les poils, les cheveux et les yeux. La mélanine, elle a la caractéristique de pouvoir absorber les rayons UV, donc les ultraviolets. Ça fait partie des rayons qu'on reçoit du soleil et qui sont particulièrement dangereux, parce qu'ils abîment nos cellules quand on y est exposé. Donc en fait, l'épiderme, c'est un bouclier contre tout ce qui pourrait abîmer ton corps. Juste en dessous, on a le derme. C'est plus épais et plus solide. À l'intérieur, on retrouve 5 grands rôles principaux. Déjà, des nerfs avec des récepteurs. C'est des fils très fins qui relient le cerveau vers tout le reste du corps et qui permettent de transférer des messages. Parmi eux, il y a des nerfs sensoriels. Ça permet de détecter le toucher, la chaleur, la douleur et la pression. C'est pour ça que tu peux sentir ce que tu touches. Si c'est mou, si c'est dur, si ça fait mal et si c'est chaud ou froid. Le derme, ça contient aussi des vaisseaux sanguins. En résumé, dans tout ton corps, t'as tout un réseau de tubes qui permettent de faire circuler le sang pour nourrir les cellules dans les organes. Il y a les artères. C'est des gros tubes qui amènent le sang riche en oxygène et en nutriments. Ça se divise en artérioles, c'est des plus petits tubes. Et ça se divise en capillaires, c'est encore plus petit. Après, ces capillaires se divisent en plus grands tubes appelés vénules. Puis elles se divisent en veines. C'est la même chose que les artères, mais ça fait le chemin inverse. Ça ramène le sang pauvre pour le réapprovisionner vu que les nutriments et l'oxygène ont été utilisés. Dans le derme, c'est là où il y a les petits tubes, donc les artérioles, les vénules et les capillaires. Ils sont reliés par les artères et les veines qui sont dans la 3e couche juste en dessous. Le 3e rôle, c'est la régularisation de la température du corps. Le derme, il contient des glandes sudoripares. Faut imaginer ça comme des petites poches qui produisent la sueur. Concrètement, quand il fait chaud, ton cerveau il va donner l'ordre à ces petites poches de produire de la sueur sur la surface de ta peau. La sueur, c'est juste de l'eau et un peu de minéraux. Ensuite, les vaisseaux sanguins que t'as sous la peau vont se dilater, donc s'élargir.
Ça va permettre une plus grande arrivée de quantité de sang qui est chaud vers la surface de la peau vu que les vaisseaux deviennent plus gros. Ça s'appelle la vasodilatation. La combinaison de la chaleur qui vient du sang et de la sueur, ça crée justement l'évaporation de la sueur vu que c'est de l'eau. C'est quand l'eau se transforme en gaz quand elle est exposée à une grande température. Ce processus va utiliser la chaleur de ton corps, et donc va y avoir une perte de chaleur vu qu'elle est utilisée pour l'évaporation, et ça va amener à une diminution de la température. Quand il fait froid, il se passe deux choses dans ton corps. Les vaisseaux sanguins vont faire l'inverse. Ils vont se contracter pour devenir plus petits. Ça s'appelle la vasoconstriction. Là, tu devrais te dire, c'est pas logique. Il va y avoir moins de sang chaud qui passe, donc on va avoir plus froid. Et en vrai, t'as totalement raison. Sauf que ton cerveau, il réfléchit pas comme ça. Lui, il va réfléchir en se disant, je dois protéger les organes vitaux, le cœur, le cerveau et les poumons. Donc, je vais apporter plus de sang autour de ces organes pour les réchauffer. C'est pour ça qu'il choisit de réduire le sang au niveau de la peau. Mais t'inquiète pas, pour compenser, ton corps il va contracter et décontracter rapidement des muscles. Ça, c'est pour créer un peu de chaleur qui va se cumuler et faire monter petit à petit la température. C'est exactement pour ça que t'as des frissons et que tu grelottes quand t'as froid. C'est parce qu'il y a plein de muscles qui se serrent et se desserrent en même temps. Le quatrième rôle, c'est la solidité avec le collagène et la souplesse de la peau avec l'élastine. C'est deux protéines. C'est des molécules qui servent à construire, réparer, protéger et faire fonctionner tes cellules. Le collagène, c'est des câbles de soutien. Ça permet de renforcer la structure de la peau et ça l'empêche de se déchirer. L'élastine, d'où son nom, c'est comme un élastique naturel. Ça permet à la peau de s'étirer puis de reprendre sa forme initiale sans être déformée. Par exemple, c'est comme quand tu souris. Et le dernier rôle, c'est de protéger ta peau. Ça, c'est grâce aux follicules pileux. C'est des petites poches où sont produits tout simplement les poils. Ça agit comme une barrière contre les bêtes, les poussières, tout ce qui pourrait te piquer ou te mordre, et ça permet aussi de garder ta chaleur comme un vêtement et de détecter ce qui touche et frôle ton corps. C'est comme des antennes grâce aux nerfs qui sont autour des follicules. Il y a aussi les glandes sébacées. Comme les glandes sudoripares dont j'ai parlé, qui sont des poches qui créent la sueur, là ça va créer le sébum. C'est simplement une huile qui protège ta peau en l'hydratant pour pas qu'elle sèche. On finit la partie sur la peau avec la dernière couche, c'est la plus profonde, l'hypoderme. Elle est principalement composée de graisse pour garder la chaleur du corps et absorber les coups si tu tombes ou si tu reçois un choc. En plus, si ton corps il a besoin d'énergie, s'il en a pas à disposition, alors il peut utiliser cette graisse. C'est comme une zone de stockage. On retrouve aussi des nerfs et le passage de grosses veines et d'artères comme je te l'ai dit avant quand je parlais de l'épiderme. C'est bien beau d'avoir une peau, mais c'est pas ça qui va nous permettre de bouger. Heureusement que la vie est plutôt bien faite, pour ça, on a des muscles. Évidemment, je vais pas balancer la liste complète, parce qu'il y en a entre 800 et 1000 selon comment on les compte. Il y en a qui les regroupent et il y en a qui les doublent. Et franchement, je crois que personne n'a envie d'entendre des noms du genre muscle zygomatico-orbitaire ou peroneus longus. Dis-toi juste que dès que tu bouges une partie de ton corps, même la plus petite partie, eh ben il y a du muscle derrière. Un clignement d'œil, un sourire, faire bouger les narines, les oreilles, le petit orteil, tout ça, c'est grâce à eux. Un muscle, c'est composé de cellules spéciales, les fibres musculaires. À l'intérieur, il y a deux protéines qui nous intéressent. Je te rappelle, une protéine, c'est des molécules qui servent à construire, réparer et protéger tes cellules. Ces deux protéines, l'actine et la myosine, travaillent ensemble pour permettre la contraction. Autour de ces fibres, il y a du tissu conjonctif. C'est une sorte de filet de soutien composé de plusieurs types de cellules. Ça permet de protéger, de maintenir et de renforcer l'ensemble. Bien sûr, pour que tout ça fonctionne, il faut les nourrir ces petites cellules. Donc, comme dans la peau, il y a tout un réseau de vaisseaux sanguins qui traversent le muscle. Artères, artérioles, capillaires, vénules et veines. Pour finir, faut bien que ces cellules entendent aussi les informations du cerveau. Donc, il y a aussi des nerfs pour transmettre les messages. Il existe 3 types de muscles. Les muscles squelettiques, c'est ceux qui nous permettent de bouger quand on le souhaite. Il y a le muscle cardiaque, ça concerne seulement le cœur. Il est assez spécial parce qu'il est indépendant. Il se donne l'ordre de battre tout seul. Et enfin, je te l'ai dit tout à l'heure, les vaisseaux sanguins peuvent se contracter quand il fait froid pour diminuer le volume de sang qui passe dans la peau, pour en amener un max vers les organes vitaux, qui je rappelle sont le cerveau, le cœur et les poumons. C'est justement possible grâce à des minuscules muscles qui entourent ces vaisseaux. Et c'est pareil pour la digestion. Quand tu manges des aliments, ils se déplacent pas comme par magie dans ton estomac, tes intestins et ta vessie. C'est possible grâce à des minuscules parties de ton corps appelées les muscles lisses. Ils sont dans tous les organes. Ils vont faire des toutes petites contractions légères qui vont faire avancer les différents éléments. On n'a pas le contrôle dessus. C'est-à-dire que contrairement à tes jambes, tes bras ou ton visage, pour les muscles qui sont dans tes organes et tes vaisseaux sanguins, c'est une partie de ton cerveau qui est autonome et qui décide à ta place. T'auras beau le vouloir, ça dépend pas de toi. Tu pourras jamais le contrôler. Avant de parler de l'explication de comment un mouvement se fait, faut d'abord que je pose clairement la structure parce que dans ma tête c'était n'importe quoi. J'arrivais pas à faire de lien entre les muscles, les os, le cartilage, un ligament, une articulation et les tendons. Pourtant tout est lié. Un muscle, c'est attaché à 2 os. C'est pas forcément entre. Ça peut être sur le côté ou au-dessus des os. Au bout de chaque extrémité du muscle, on trouve un tendon. C'est ça qui permet aux muscles de s'accrocher aux os. C'est comme une corde très résistante. À l'extrémité de chaque os, on trouve du cartilage. Ça évite le frottement entre les 2 os quand tu fais un mouvement ou quand ton corps subit une grosse pression, comme quand tu pousses ou soulèves une grosse charge. La texture, ça serait un peu comme un tapis de yoga ou une semelle de chaussure. Avec ça, on retrouve aussi le liquide articulaire pour éviter le choc entre les 2 os. Et enfin, le ligament, c'est comme une sangle qui relie les 2 os entre eux. Ça permet de les maintenir en place. L'articulation, en fait, c'est tout ce système. Ça regroupe chaque partie que je viens de t'expliquer. Voilà, maintenant on est rodé sur ça. Pour les muscles qui s'occupent de faire les mouvements,
Tout commence dans le cerveau. Au moment où tu as envie de bouger n'importe quelle partie de ton corps, ton cerveau il va envoyer un message sous forme de courant électrique à travers les nerfs jusqu'aux muscles concernés. Selon le mouvement à faire, le cerveau il va envoyer le message à une certaine quantité de fibres musculaires. Une fois arrivé dans ces cellules, le message va permettre la libération d'une molécule, le calcium. À l'intérieur de la cellule, on va retrouver nos deux protéines dont je t'ai parlé tout à l'heure, la myosine et l'actine. La myosine va pouvoir attraper l'actine grâce au calcium et la tirer vers elle. Faut se dire que c'est des centaines de fibres qui vont faire ça en même temps. Et c'est seulement à ce moment-là que la fibre se raccourcit. Donc le muscle se contracte sur lui-même. Ça va tirer sur les tendons qui, je rappelle, sont à l'extrémité, et logiquement ça va aussi faire bouger l'os vu que tout est relié. Dis-toi que le temps qu'il y a entre le moment où l'information de faire un mouvement est dans le cerveau et le moment où le corps exécute ce mouvement, il se passe entre 0,05 et 0,1 seconde. C'est hyper rapide. Avant de terminer par la structure squelettique, donc les os, on va faire une petite liste des muscles les plus importants et visibles, histoire d'avoir une idée de ce que ça représente. Ça sert à rien de tout énoncer, on n'est pas là pour ça. Au niveau de la tête et du visage, pour les sourcils on a la zone frontale et pour pouvoir sourire on a les zygomatiques. On en a deux de chaque côté. En ce qui concerne de fermer les paupières et les lèvres, on a des orbiculaires. Il y a les orbiculaires des yeux qui sont vraiment tout autour et les orbiculaires de la bouche qui sont aussi autour. Pour fermer la bouche et serrer les dents pour mâcher, il y a le masséter. C'est un muscle hyper puissant. On a aussi bien évidemment la langue, mais en vrai c'est pas un seul muscle. Il y en a 8 à l'intérieur et ça nous permet de la bouger comme on en a envie. Au niveau du cou et du haut du dos, pour tourner le cou justement, on a le sternoclédomastoïdien. Je sais qu'il y a 3 mots, mais c'est pas 3 muscles, il y en a un seul. C'est 2 grosses bandes, une de chaque côté, et qui te permettent de tourner et incliner la tête. Juste en dessous, on a les trapèzes. Souvent, on pense que c'est juste 2 bosses qui sont en dessous du cou. Mais en fait, c'est un grand muscle qui recouvre quasiment toute la partie du haut du dos. Ça permet de stabiliser le cou et de bouger les épaules. Ensuite, on a les deltoïdes. Ça recouvre les épaules et ça sert à lever les bras. Pour plier le coude et bouger le bras, on a le biceps brachial. Et pour tendre le bras en arrière comme pour lancer une balle, on a le triceps brachial aussi. Au niveau de la poitrine, on a les pectoraux pour pousser et ramener avec les bras. Et un peu en dessous pour les tablettes de chocolat, donc les abdos, on a le grand droit de l'abdomen. On dirait qu'il y a plusieurs muscles, mais en vrai, c'est juste un seul. C'est juste que c'est divisé en 6 à 8 segments. Ça sert à se pencher en avant et stabiliser la posture. Pour tourner le buste et se pencher sur les côtés, c'est pas le grand droit de l'abdomen qui s'en occupe. C'est les obliques qui sont de chaque côté. On passe à la partie inférieure. Pour pousser les jambes en arrière, on a le grand fessier. Et pour les rapprocher l'une de l'autre, on a les adducteurs. Pour tendre les jambes, on a les magnifiques quadriceps. Et pour les plier, on a les fameux ischio-jambiers. Et enfin, le mollet, ça sert tout simplement à lever la pointe des pieds. C'est utile pour courir, sauter et marcher. Bien évidemment, des muscles, il y en a beaucoup plus que ça. Ils sont dans tous les recoins de ton corps et de toutes les tailles. Pour consolider le corps, encore une fois, la vie est extrêmement bien faite. On a des os. D'ailleurs, au passage, merci la vie. Il y en a environ 206 chez un adulte et 270 chez un enfant. Là, ça paraît bizarre. Pourquoi il y a plus d'os chez un enfant qu'un adulte? C'est pas logique. En fait, c'est juste qu'au fil de son développement, chez l'enfant, il y a plusieurs os qui vont fusionner ensemble. C'est pas juste un truc dur qui nous fait tenir debout. En vrai, c'est une structure vivante. À l'extérieur, il y a une couche super solide qu'on appelle l'os compact. À l'intérieur, t'as souvent ce qu'on appelle l'os spongieux. Cette partie, elle a plein de petits creux, un peu comme une éponge qui est sèche. Ça permet d'alléger l'os sans pour autant le fragiliser. C'est plutôt bien fait parce que sinon ça pèserait 1 tonne vu tous les os qu'on a. Et la matière de l'os en elle-même, c'est un mélange. D'un côté t'as le collagène, on le connaît tous, c'est une protéine souple qui donne de la flexibilité. De l'autre côté t'as des sels minéraux, surtout du calcium, et ça rend l'os bien dur. C'est à la fois solide et légèrement souple. Et surtout l'os, il est vivant. Il y a plein de cellules à l'intérieur. On a les ostéoblastes, ça c'est les ouvriers du bâtiment. Ils construisent l'os. Les ostéoclastes, eux, c'est un peu les démolisseurs. Ils creusent pour que l'os se renouvelle. Et les ostéocytes, ça c'est les patrons. C'est les cellules qui gèrent tout ce petit monde. Il peut envoyer des signaux pour dire « Attention, dans cette zone, l'os il est trop vieux ou trop abîmé ». Et donc là, les ostéocytes, ils vont creuser l'os, et les ostéoblastes, ils vont le reconstruire. Bref, un os, c'est pas un poteau en béton, c'est carrément un chantier vivant qui est très organisé. Grosso modo, les os ont 5 rôles. Déjà, en toute logique, ça sert à soutenir le corps. C'est comme des murs et des poutres, donc les fondements d'une maison pour pas qu'elle s'effondre sur elle-même. Avec leur résistance, ça permet bien évidemment de protéger les organes, comme par exemple le crâne pour le cerveau et les côtes pour le cœur et les poumons. Je l'ai dit quand je parlais des muscles, mais les os servent aussi à permettre les mouvements vu qu'ils sont liés à eux. En 4e rôle, ça concerne pas tous les os, mais il y en a certains qui contiennent de la moelle osseuse. C'est une substance très spéciale qui permet de fabriquer les cellules du sang. Et enfin, le 5e rôle, t'as sûrement dû entendre quand t'étais petit qu'il fallait boire beaucoup de lait pour renforcer les os. Eh ben justement, le 5e rôle, c'est que c'est une source de calcium et aussi de minéraux. C'est important pour un tas de processus que ton corps réalise. Les os auront juste à libérer le calcium quand il y en aura besoin. Le squelette qui soutient tout notre corps, il est divisé en 2 grandes parties. La première, c'est la partie axiale. Ça vient du mot axe pour dire ligne centrale. Dans cette partie, on retrouve le crâne avec 22 os. Ça permet de protéger le cerveau, les yeux, les oreilles, le nez et la bouche. Ensuite, on a la colonne vertébrale avec 26 os appelés vertèbres. Concrètement, ça permet de protéger une des parties les plus importantes du corps humain, la moelle épinière. Pas la moelle osseuse, c'est différent. Faut imaginer ça comme le câble électrique qui est relié à ton cerveau et qui permet de transmettre les ordres jusqu'au reste du corps. Quand tu veux bouger ta main, tes doigts, tes pieds, pousser ou tenir quelque chose, ce message passe du cerveau à la moelle épinière qui va les transmettre aux muscles.
Et ça marche aussi de l'autre sens. Par exemple, si tu te brûles en touchant quelque chose de très chaud, la moelle épinière va vite envoyer un message à ton cerveau pour te dire de retirer ta main. C'est pour ça que quand une personne reçoit un gros choc au niveau des vertèbres, il y a un gros risque qu'elle devienne paralysée à certains endroits. Ça veut dire que tu peux plus bouger un membre. Et ça, c'est parce que, étant donné que ça endommage et abîme une vertèbre, ça casse le transfert du cerveau aux muscles. Donc l'information peut plus passer vers les muscles concernés qui sont reliés à cette vertèbre. Donc les vertèbres, ça te permet de bouger. T'en as 7 au niveau des cervicales, donc au niveau du cou. C'est pour soutenir la tête. Juste en dessous, au niveau du thorax, t'en as 12 pour accueillir les 12 paires de côtes et protéger ton cœur et tes poumons. On en a aussi 5 au niveau des lombaires, tout en bas du dos. C'est les plus solides. Elles servent à supporter le poids du haut du corps, se pencher et se redresser. Et les deux dernières, le sacrum pour stabiliser le corps avec le bassin, et le coccyx qui permet de garder un équilibre. Quand on voit le coccyx, on a l'impression que ça ressemble à une petite queue. Et ben c'est exactement ça. Plutôt, c'était exactement ça. En fait, c'est un vestige de nos ancêtres qui remonte à des millions d'années. C'est une des preuves qui prouve l'évolution de la vie et nos ancêtres communs avec tous les animaux. C'est une trace de notre héritage qui prouve qu'auparavant on avait une queue et qu'au fil du temps on n'en avait plus besoin. Donc petit à petit elle a fini par disparaître. Ensuite on a la cage thoracique avec les 24 côtes, 12 pour chaque côté pour protéger les poumons et le cœur. On a aussi le sternum, c'est comme un bouclier d'os plat qui protège l'avant du torse. C'est là où se rejoignent plusieurs côtes grâce à du cartilage. La deuxième partie elle est appelée appendiculaire, avec 126 os, ça veut dire les os qui sont attachés à la partie centrale. C'est composé des clavicules et des omoplates qui servent à fixer tes bras à ton corps et de les bouger dans tous les sens. Au niveau des membres supérieurs, pour le bras, on a un os qui est plutôt long, l'humérus. Et pour l'avant-bras, il y a 2 os, le radius et l'ulna. Dans la main, il y a un tas de petits os, les carpes à la base de la main, puis les métacarpiens et enfin les phalanges. Pour former ton bassin, il y a 2 gros os appelés coxaux. Et pour terminer, on a les membres inférieurs. Tu vas voir, la structure, elle ressemble beaucoup aux membres supérieurs. Pour la cuisse, comme pour le bras, on a un os qui est long, le fémur. Et pour la jambe, il y a aussi 2 os comme pour l'avant-bras, le tibia et le fibula. Pour pouvoir plier ta jambe, contrairement au bras, il n'y a pas juste des ligaments qui sont au niveau du coude. Là, il y a en plus un os, la rotule. Et enfin, pour terminer cette liste, on a le pied. C'est le même principe que la main. À la base, on a des tarses. Ensuite, les métatarses et au bout, les phalanges. Là, on a toute la base de la structure des différentes couches qui soutiennent le corps humain. Il y a encore plein de choses dont je dois te parler et ça se passera dans la cassette numéro 4, qui est en gros une partie 2 pour explorer plus en profondeur. Et cette fois-ci comprendre à quoi servent les organes et les différents systèmes, nerveux, sanguins et lymphatiques. Et seulement après cette cassette, on aura des petites bases, parce que c'est que le début. Là, j'ai juste posé une pièce du puzzle. J'espère que ça t'a aidé. C'était Dédé. Au revoir!